Tout a commencé avec une peinture. Et comme toutes les choses maudites dans ce monde, elle semblait inoffensive au début. Je n'ai jamais cru aux objets hantés, pas vraiment. Mais quand je repense à ce que cette peinture m'a fait, à ce qu'elle a fait aux autres, je me dis que j'aurais préféré ne jamais l'avoir accrochée à ce mur. C'était l'année dernière à la mi-octobre. Je venais d'emménager dans un petit appartement en ville. Je suis artiste, ou du moins j'essayais de le devenir. Je peignais depuis des années, mais je n'avais jamais vendu une seule œuvre. Puis, une nuit, j'ai reçu un message d'un marchand d'art local. Il disait avoir vu mon portfolio en ligne et voulait me rencontrer. Je pensais que ma chance avait enfin tourné. La galerie se trouvait dans la vieille partie de la ville, près de la rivière. Cet endroit m'a toujours donné une sensation étrange des rues étroites, des lampadaires cassés, cette odeur de pierre humide et de rouille. Quand je suis arrivé, la galerie était à moitié vide. Lumière faible, air froid, et des peintures qui semblaient plus vieilles que le bâtiment lui-même. Un homme en manteau gris s'est approché de moi. Il s'est présenté, Monsieur Keller. Il n'a pas souri une seule fois. Ses yeux avaient l'air fatigués pas seulement par l'âge, mais par autre chose. Nous avons parlé un moment. Il m'a dit qu'il était spécialisé dans l'art rare. Avant même que je puisse lui demander ce que cela voulait dire, il s'est arrêté au milieu d'une phrase, a jeté un regard vers le mur du fond et a murmuré « Est-ce que tu le ressens ?» J'ai ri, un peu gêné. Ressentir quoi? Et je demandais. Il n'a pas répondu. Il a juste tourné légèrement la tête vers une petite pièce au bout du couloir. Et à l'intérieur, la porte était entrouverte. La peinture pointait au loin, on aurait dit un portrait, peut-être celui d'une femme. Mais quand je me suis approché, je n'ai pas pu en être sûr. Les coups de pinceau étaient sauvages, sombres et épais. Le visage, si c'en était un, était flou, noyé dans l'ombre. Et pourtant, quelque chose en elle m'attirait. Tu connais cette étrange sensation, quand tu fixes quelque chose, et que tu as presque l'impression que cette chose te regarde aussi? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et elle n'y avait aucune étiquette, aucun nom, aucune signature. Juste un cadre en bois fissuré, et une légère tache rouge dans le coin inférieur comme du sang séché. Monsieur Keller a dit doucement, elle n'a plus de propriétaire. Puis, après un long silence, si tu la veux. Elle est à toi. Gratuitement. Cette phrase m'a glacé le sang. Aucune galerie ne donne de tableau gratuitement. Surtout pas quelque chose d'aussi ancien, d'aussi précieux. Je lui ai demandé pourquoi. Il a souri, à peine. Parce que certaines choses, a-t-il dit, ont juste besoin d'appartenir à quelqu'un. Il m'a fait signer un simple papier sans détail, sans reçu. Puis il m'a aidé à la porter jusqu'à ma voiture. Je me souviens à quel point elle était lourde. Pas comme si le cadre ou la toile était épais, mais plutôt comme si elle ne voulait pas bouger. Comme si je traînais quelque chose de vivant. Cette nuit-là, je l'ai accrochée dans mon appartement au-dessus de mon bureau. Je pensais qu'elle m'inspirerait. Ce ne fut pas le cas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais des sons légers, presque comme des chuchotements derrière les murs. Au début, j'ai cru que c'étaient les voisins. Puis j'ai réalisé que l'appartement à côté du mien était vers 3 heures du matin. Lent, rythmique, comme une respiration. Quand j'ai allumé la lampe, la peinture avait changé. Les ombres s'étaient déplacées. La silhouette à l'intérieur de cette tache sombre et floue semblait plus proche du bord de la toile. J'ai essayé de me dire que c'était juste la lumière. Mais ma poitrine était serrée, et tout en moi me disait de détourner le regard. Et pourtant, je n'y arrivais pas. C'était comme si mes yeux étaient collés dessus. Et la deuxième nuit, je l'ai recouverte d'un drap. J'ai même essayé de la déplacer dans une autre pièce. Mais peu importe où je la mettais, les chuchotements me suivaient. Une fois, je me suis retrouvé debout devant elle à 4 heures du matin. Je ne me souvenais pas m'être réveillé. J'étais juste là, pieds nus, fixant la peinture couverte, la main tremblante tout près du tissu, comme si je voulais le soulever. Le lendemain matin, je l'ai arraché du mur et je l'ai enfermé dans le placard. Ça aurait dû se terminer là. Mais l'odeur, cette odeur métallique, rouillée, a commencé à envahir l'appartement. Comme du vieux sang et de la terre humide. Et puis, les rêves ont commencé. Toujours les mêmes. Je me tenais dans un couloir sombre, les murs faits de pierres fissurées,
un bruit de gouttes d'eau résonnant quelque part dans l'obscurité. Et tout au fond, la peinture. Sauf que cette fois, elle était immense. La silhouette floue à l'intérieur n'était plus immobile, elle bougeait, lentement, d'une manière étrange, comme quelque chose flottant sous l'eau. Chaque nuit, elle se rapprochait. Une nuit, quand je me suis réveillé, j'avais les mains couvertes de peinture. De la peinture noire. La même que celle utilisée sur la toile. Sauf que je n'avais rien peint. Tu as déjà eu cette impression que quelqu'un te regarde, même quand tu es complètement seul? C'est exactement ce que je ressentais dans cet appartement. J'ai commencé à la voir. Pas seulement dans mes rêves. C'est arrivé la 5e nuit. J'étais assis à mon bureau, en train d'éditer quelques photos. Du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement et une faible lueur près de la porte du placard. Je me suis tourné. Rien. Puis, lentement, la porte a commencé à s'ouvrir toute seule, en grinçant. La pièce est devenue glaciale, pas juste froide, mais gelée. Je te jure, je voyais ma respiration dans l'air. Je me suis levé et j'ai marché vers le placard. Chaque pas rendait l'air plus lourd, plus épais, comme si je marchais sous l'EAU.ET puis. Je l'ai vu. Un visage pâle, presque sans traits, collé contre l'intérieur de la toile comme si elle était piégée derrière, en train de hurler sans un son. Le drap qui recouvrait la peinture a commencé à bouger, à se tirer vers l'intérieur. Comme si quelque chose respirait en dessous. J'ai reculé, j'ai trébuché sur la chaise, et je suis tombé violemment. La lampe a vacillé. Le drap est tombé. Et la peinture était vide. La silhouette avait disparu. Mais je savais qu'elle ne l'était pas. Cette nuit-là, j'ai dormi avec toutes les lumières allumées. Ça ne servait à rien. Parce que quand j'ai finalement fermé les yeux, je l'ai vue, debout au bout de mon lit. Elle ne bougeait pas. Ne parlait pas. Elle faisait juste me fixer, la tête légèrement penchée, comme si elle m'observait. Quand j'ai rouvert les yeux, elle n'était plus là. Mais son reflet, lui, était resté. Dans la fenêtre. Dans le miroir. Même sur l'écran de mon téléphone. Partout où je regardais, je voyais son visage. Je pensais qu'en me débarrassant de la peinture, tout s'arrêterait. Mais après cette nuit-là, j'ai compris que ce n'était plus juste un objet. Elle s'était déjà attachée à moi. Le lendemain matin, je suis allé à la galerie, celle où j'avais rencontré M. Keller. Mais quand je suis arrivé, elle était vide. Aucune enseigne. Aucune lumière. Personne à l'intérieur. Et la porte d'entrée n'était pas verrouillée, alors je suis entré. L'air sentait la poussière et la moisissure. Les tableaux qui étaient accrochés au mur une semaine plus tôt avaient disparu tous. Sauf un. Accroché tout au bout du couloir, se trouvait mon tableau. Je me suis figé. C'était le même cadre, le même coin déchiré, même la légère tache rouge. Mais j'étais certain de l'avoir enfermé dans mon placard avant de partir. Monsieur Keller? Et je appelais. Ma voix a résonné dans le vide. Rien d'autre. Puis j'ai vu une lumière vaciller dans un petit bureau, derrière le comptoir. Quand je suis entré, l'air semblait mauvais et lourd, amer. Sur le bureau, il y avait un vieux dossier, marqué provenance. Il était rempli de photos, de reçus de vente et de vieilles notes de galerie. Et la première page m'a donné la nausée au point et la peinture n'était pas récente. Elle avait presque 120 ans. Le premier enregistrement indiquait le titre, Portrait d'Élise. Peinte en 1903. Artiste inconnu. Mais les pages suivantes ressemblaient plus à des rapports de crime. 1908, propriétaire retrouvé mort dans son bureau. La peinture à côté de lui, couverte de sang. 1924, collectionneur d'art et sa femme disparus sans laisser de traces. 1947, incendie dans un musée. Peinture retrouvée intacte. 1969, propriétaire de galerie se suicide, disant entendre des voix. 1997, peinture donnée anonymement, aucune trace après cela. Et puis, plus rien. Jusqu'à moi. C'est là que j'ai compris quelque chose d'horrible, je n'étais pas le premier à la posséder. Mais peut-être que je serais le dernier. J'ai quitté la galerie en tremblant. Je ne pouvais plus réfléchir.
Chaque pas vers chez moi était plus lourd que le précédent. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai failli hurler. La peinture était de retour sur mon mur. Pas seulement de retour clouée dans le plâtre, comme si elle n'avait jamais bougé. Et l'odeur ? Plus forte que jamais. Métal pourri. Huile brûlée. Quelque chose qui ne venait pas de ce monde. J'ai couru dans la cuisine, pris un couteau et essayé de découper la toile. Mais la lame s'est brisée. Le tissu ne s'est même pas déchiré. C'était comme essayer de trancher du métal. Puis, derrière moi, un murmure. Bas. Féminin. Presque doux. Ne fais pas ça. Je me suis retourné, le cœur battant. Les lumières de l'appartement ont vacillé. L'air est devenu immobile. Puis. Elle est sortie de la peinture. Lentement. Fluidement. Comme si la peinture elle-même se détachait pour former son corps. Et sa peau était d'un gris pâle, comme de la cendre. Ses yeux entièrement noirs. Ses cheveux bougeaient comme sous l'eau, se répandant dans l'air en vagues. Et le pire ? Sa bouche ne bougeait pas quand elle parlait. Tu appartiens ici maintenant. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Quand je me suis réveillé, c'était le matin. La peinture avait de nouveau disparu. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Un nom gravé sur le mur au-dessus de mon lit. Elias. Les jours suivants, j'ai à peine dormi. Chaque reflet, les miroirs, fenêtres, même la bouilloire en métal montrait son visage quelque part derrière le mien. Parfois elle souriait. Parfois non. J'ai commencé à faire des recherches. Tout ce qui pouvait mentionner un portrait d'Élise. Après des heures passées à fouiller de vieux archives d'art, j'ai trouvé un seul article datant de 1904. Il parlait d'un peintre nommé Robert Ainsworth. Un artiste reclus, vivant seul dans un manoir à la campagne. Et elle était devenue obsédée par une femme, Élise Moreau, une modèle qui avait travaillé pour lui pendant un court moment avant de disparaître. La police n'a jamais retrouvé son corps. Mais une note dans le rapport a attiré mon attention. Ainsworth affirmait qu'elle avait accepté de vivre pour toujours dans son chef-d'œuvre. Cette nuit-là, je l'ai revue. Je me suis réveillé en haletant, trempé de sueur froide, la poitrine serrée, le cœur battant fort. L'appartement était silencieux, mais je le sentais. Sa présence. Je me suis tourné vers le coin de la pièce. La peinture était de retour. Et cette fois, Élise avait changé. Son visage n'était plus flou. Elle me regardait directement. Ses yeux étaient grands ouverts, et sa bouche légèrement entr'ouverte, comme si elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Je me suis penché plus près. C'était mon erreur. Parce qu'alors, je l'ai entendu. Faiblement, à travers le silence. Aide-moi. Cette voix si humaine, si désespérée, a brisé le silence. Et pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'elle voulait de l'aide. Mais ce qu'elle voulait, c'était moi. Les jours suivants sont devenus flous. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de sortir de l'appartement. Chaque fois que j'essayais de dormir, je me réveillais debout devant cette peinture encore une fois. J'ai même décidé de me filmer une nuit juste pour voir ce qui se passait pendant mon sommeil. Quand j'ai regardé l'enregistrement le lendemain matin, mon sang s'est glacé. Vers 2h47, je suis sorti du lit, encore endormi. Je suis resté devant la peinture pendant presque 10 minutes. Puis j'ai commencé à parler. Mais le son était étrange. Ma voix semblait doubler comme deux voix en même temps. La mienne et la sienne. À la fin de la vidéo, j'ai regardé droit dans la caméra et j'ai dit « Bientôt, nous finirons la peinture ». Je ne me souviens pas avoir dit ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail et d'une adresse que je ne connaissais pas. L'objet disait « Tu n'es pas le premier ». À l'intérieur, il y avait une seule pièce jointe, une photographie. Elle montrait un homme debout à côté de la même peinture. Son visage était à moitié couvert, ses yeux enfoncés, sa peau pâle. La légende en dessous disait « Propriétaire numéro 9 ». Vu pour la dernière fois en 1997. Et derrière lui, à peine visible dans le reflet du cadre, c'était elle. Élise. Le message n'avait pas de nom. Aucune option de réponse. Cette nuit-là, juste cette image d'en finir.
J'ai décroché la peinture, je l'ai traînée jusqu'au sous-sol, et j'ai versé du liquide inflammable dessus. Mais quand j'ai allumé l'allumette, la flamme s'est éteinte aussitôt. Pas de fumée. Pas de brûlure. Juste le silence. Puis, dans l'obscurité derrière moi, j'ai entendu le même murmure. Le feu ne t'aidera pas. Je me suis retourné et elle était là. Debout à quelques pas, son visage tremblant comme une projection déformée. J'ai crié et j'ai couru à l'étage. Les lumières ont explosé derrière moi, le verre s'est brisé, mes oreilles ont sifflé. Quand j'ai regardé en arrière, elle avait disparu. Mais sur le sol, à l'endroit où se trouvait la peinture, il y avait une seule phrase gravée dans le bois, brûlée, elle ne meurt jamais. Elle se déplace. Après cette nuit-là, j'ai arrêté de faire semblant que tout allait bien. J'ai arrêté de croire que je pouvais arranger les choses. Quelle que soit cette chose. Elle m'avait choisi. J'y suis parti le lendemain matin. Je n'ai pas pris grand-chose, juste mes vêtements, mon ordinateur portable et ma caméra. J'ai laissé la peinture derrière moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai loué un petit studio à la périphérie de la ville, au-dessus d'une vieille boulangerie. L'air sentait le café et la levure, une étrange consolation après tout ce qui s'était passé. Pendant 2 jours, rien d'étrange ne s'est produit. Pas de murmure. Pas d'ombre. Pas d'Élise. J'ai presque réussi à me convaincre que c'était fini. Mais la 3e nuit, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était posé sur mon bureau. Enveloppé dans le même drap blanc déchiré. La peinture .je ne l'avait pas apportée ici. Je le sais. Mais d'une manière ou d'une autre, elle m'avait retrouvé. Cette fois, quelque chose était différent. Une petite enveloppe était collée à l'arrière du cadre. Du vieux papier jauni. Les bords brûlés. À l'intérieur, une seule page arrachée et une écriture à l'encre sombre. Les mots étaient tremblés, inégaux, désespérés. On pouvait lire, elle ne peut pas mourir. Elle ne fait que se déplacer. Son visage change selon celui qui la regarde. Je croyais peindre la beauté. J'ai peint la fin. Ainsworth, c'était lui. Le peintre. Celui qui avait créé la malédiction. Je ne savais pas comment cette note s'était retrouvée sur ma peinture ni à qui elle était destinée. Mais une chose m'a frappé, s'il avait laissé ce message, c'est qu'il savait ce qu'il avait fait. Peut-être, quelque part, il restait d'autres pages. Parce que lorsqu'un objet maudit survit plus d'1 siècle, il laisse des traces. Et je devais savoir jusqu'où menaient ces traces. J'ai commencé à chercher en ligne tout ce qui concernait Robert Ainsworth. Au début, rien. La plupart de ses œuvres avaient disparu ou brûlé dans un incendie, il y a des décennies. Mais ensuite, j'ai trouvé un petit forum privé pour collectionneurs d'antiquités cachés, presque inactif. Quelqu'un y avait posté un sujet intitulé « Quelqu'un connaît le journal d'Ainsworth ?» Le message datait de 2009. Aucune réponse. J'ai quand même écrit à l'utilisateur. Je ne m'attendais pas à recevoir de réponse. Mais le lendemain, j'ai reçu une réponse. Un message court, si vous avez la peinture, arrêtez de lire. Si vous ne l'avez pas, venez me voir. À quelques kilomètres seulement de mon studio. L'endroit était une vieille bibliothèque du genre qui semble abandonnée, mais qui ne ferme jamais vraiment. Les vitres de devant étaient clouées. La seule lumière venait d'une lampe de bureau, allumée à l'intérieur. Un homme était assis derrière un mince, aux cheveux gris, les yeux fatigués mais vifs. Il m'a regardé comme s'il savait déjà qui j'étais. « Vous l'avez apporté, n'est-ce pas ?» dit-il. Je n'ai pas répondu. Et elle s'est levée lentement, les mains tremblantes. Il la porte toujours. Puis il a ouvert un tiroir et sorti un livre relié en cuir. La couverture était craquelée, les pages assombries par le temps. Il me l'a tendu. Le journal d'Ainsworth, a-t-il murmuré. Vous n'allez pas aimer ce que vous allez lire. Cette nuit-là, de retour dans mon studio, je l'ai ouvert. Les pages étaient fragiles, l'encre presque brun noir comme du sang séché. Et les mots, ce n'étaient pas ceux d'un journal. C'étaient ceux d'une confession. 3 mars 1903, elle était parfaite. Élise Moreau, ses yeux, son calme, sa manière de respirer. Je lui ai demandé de poser pour moi chaque jour. Mais la beauté s'efface quand on la peint trop longtemps.
Je voulais qu'elle dure pour toujours. 10 avril 1903. Elle a dit qu'elle partait. Qu'elle ne voulait plus poser. Elle ne comprenait pas, elle n'était pas terminée. 14 avril 1903. J'ai mélangé une nouvelle couleur aujourd'hui. Quelque chose de profond, plus sombre que l'huile. Elle venait d'elle, une seule goutte de son sang dans le pigment. Maintenant, les yeux sur la toile me suivent quand je dors. 20 avril 1903. Elle a supplié qu'on la libère. Mais l'art est éternel. Je me suis arrêté là. Mes mains tremblaient. Je ne savais plus si ce que je tenais était réel, ou juste une mise en scène bien orchestrée. Puis quelque chose est tombé du livre, une photographie. Ancienne. En noir et blanc. Un Swarth, debout à côté de la peinture originale. Et à côté de lui, Élise. Son visage légèrement tourné, son expression vide comme si elle s'effaçait déjà. Mais le plus étrange, au dos de la photo, une note écrite à la main, à peine visible, elle n'est pas dans la peinture. La peinture est en elle. Cette phrase ne voulait rien dire, du moins, au début. Mais ensuite, tout s'est éclairé. Plus j'y pensais, plus je comprenais ce qu'un Swarth avait voulu dire. Et si la peinture ne retenait pas son esprit? Et si, au contraire, elle se nourrissait des vivants en se remodelant à chaque nouveau propriétaire? Peut-être que c'est pour cela que son visage changeait chaque nuit. Peut-être que chaque propriétaire devenait une partie de l'œuvre. Et peut-être que j'étais le suivant. Cette même nuit, alors que je lisais encore, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine. Léger. Des pas. Quand j'ai éteint la lampe, le bruit s'est arrêté. Le silence était insupportable. Puis un murmure, juste derrière moi, termine là. Je suis resté figé. Chaque poil de mon corps s'est dressé. Je me suis tourné lentement vers la peinture. Je ne plaisante pas, il bougeait vraiment, glissant sur la toile. Un visage se formait à nouveau plus net, plus précis. Et cette fois, je l'ai reconnu. C'était le mien. J'ai reculé brusquement, trébuchant sur la chaise. La peinture battait, comme un cœur. J'entendais mon nom murmurer encore et encore avec la voix d'Élise. Daniel. Daniel. Les lumières ont commencé à clignoter violemment. Pendant un instant, toute la pièce est devenue noire. Quand la lumière est revenue, la peinture était vide. Complètement vide. Juste une surface grise et lisse. Mais au centre, écrit en peinture noire, il y avait 2 mots, continue de regarder. Cette phrase m'est restée. Parce qu'à partir de ce moment-là, chaque fois que je clignais des yeux, je voyais des éclairs de son visage dans les reflets, dans les ombres, dans les visages des inconnus dans la rue. Ce n'était plus seulement dans mon appartement. C'était partout. Le lendemain, je suis retourné à la vieille bibliothèque. Mais elle avait disparu. Complètement murée. Pas de lumière. Pas d'homme. Quand j'ai demandé autour de moi, le commerçant d'un accent grave côté m'a regardé, perplexe. Il a dit, cet endroit? Il est fermé depuis 10 ans. Cette nuit-là, j'ai rouvert le journal mais la moitié des pages avaient disparu. Arraché net. Il ne restait qu'une seule ligne écrite sur la dernière page, briser la malédiction, la peinture doit se terminer elle-même. Se terminer elle-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde plus tard, j'ai entendu quelque chose de liquide tomber sur le journal. Une goutte sombre, puis une autre. Ce n'était pas de l'encre. C'était de la peinture. Noire. Fraîche. Qui coulait du plafond. Quand j'ai levé les yeux, la peinture était là de nouveau accrochée au-dessus de mon lit, alors que je l'avais laissée en bas. Et lentement, une nouvelle silhouette se formait sur la toile. Ce n'était plus Élise. C'était moi, mais avec ses yeux points, j'y n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que je n'étais pas fatigué, mais parce que je sentais qu'on me regardait. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la femme du tableau, ses yeux vides, ses lèvres sanglantes, sa peau pâle. Quand j'ai enfin osé les rouvrir, la peinture semblait plus sombre qu'avant. Presque vivante. J'y l'ai fixée pendant une minute entière, et je jure, ses pupilles ont bougé. Juste un peu. Assez pour me glacer le sang. J'ai murmuré, non. C'est juste la lumière. C'est l'ombre. Ça ne peut être que ça. Mais alors, quelque chose d'autre s'est produit. Depuis le coin de la pièce,
j'ai entendu un son d'un murmure faible, si doux qu'il aurait pu être le vent. Sauf que la fenêtre était fermée. Ne regarde pas. J'ai sursauté, chaque poil de mon corps hérissé. Le murmure venait du tableau. Je l'entendais comme une voix tout près de mon oreille, même si j'étais à 3 mètres. J'ai allumé la lumière. Le son s'est arrêté. Le visage de la femme était de nouveau figé, sans vie, comme si elle se moquait de moi. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'horrifiant. Sa main. Dans la peinture. Avant, elle n'était plus dans la même position sur ses genoux. Maintenant, elle était posée contre le verre, comme si elle essayait d'en sortir. Le lendemain matin, je n'ai rien dit à personne. J'ai essayé de me convaincre que c'était un cauchemar, un simple tour de mon esprit. Mais au fond, je savais. Quelque chose n'allait pas. Mon ami Jason est passé cet après-midi-là. Il m'aidait à organiser la galerie d'art où la peinture devait être exposée. Quand il l'a vue accrochée dans mon salon, il s'est figé. « Mec, il a dit, où t'as trouvé ce truc ? C'est flippant. » J'ai ri nerveusement. Ouais, elle est vieille. Elle vient d'une vente aux enchères. Mais elle est censée valoir cher. Il n'arrêtait pas de la fixer, son expression devenant de plus en plus tendue. On dirait qu'elle me regarde. J'ai haussé les épaules. C'est un peu le but. Elle doit donner une impression troublante. Jason n'a rien répondu. Il s'est approché et a examiné le coin inférieur de la toile. Puis il a froncé les sourcils. Et, il y a quelque chose d'écrit ici. Il a essuyé une fine couche de poussière, et dessous, gravé dans le bois du cadre, se trouvait une seule phrase, elle observe ceux qui l'observent. Mon estomac s'est noué. Jason a ri nerveusement. Waouh, pas mal le détail. L'artiste était un vrai tordu, hein ? Mais je ne pouvais pas rire. J'avais entendu ce même murmure la nuit dernière. Ce soir-là, Jason est resté pour boire quelques bières. On s'est assis sur le canapé, essayant d'ignorer la peinture accrochée au mur. Mais c'était impossible. On avait la sensation que les yeux de la femme nous suivaient, peu importe où l'on allait. Jason a finalement dit « Je vais la couvrir ». Il attrapa un drap de rechange et le jeta sur le cadre. On a tous les deux ri pour détendre l'atmosphère. Mais quelques secondes plus tard, le drap glissa tout seul. Tout seul. Pas de vent. Aucun mouvement. Juste une horreur défiant la gravité. Jason me fixa. « Tu as vu ça, hein ?» J'ai hoché la tête lentement. Ma bouche était sèche. Aucun de nous n'a reparlé de la soirée. Plus tard, après son départ, j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un message de lui « Mec, j'ai super mal à la tête. Je me sens étourdi. Ce tableau m'a foutu la trouille. On en reparle demain. » Il n'est jamais venu le lendemain. Ni le jour d'après. 2 jours plus tard, sa sœur m'a appelé. Jason avait été retrouvé mort dans son appartement. Hémorragie interne massive. Aucune trace de blessure. Juste du sang. Partout. J'ai laissé tomber le téléphone. Et quand je me suis tourné vers le tableau, les lèvres de la femme souriaient. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je voulais le détruire, le brûler, le déchirer, n'importe quoi. Mais au moment où j'ai touché le cadre, la pièce est devenue glaciale. Mon souffle formait de la buée. Et derrière moi, j'ai entendu des pas doux, résonnants. Lents. Délibérés. Venant du couloir. Je me suis retourné. Personne. Mais sur le sol, à la faible lumière, j'ai vu des empreintes. Humides. Sanglantes. À cet instant, à l'endroit vers le tableau, j'ai compris que ce n'était pas juste un objet maudit. C'était bien pire. Quelque chose qui voulait être vu. Quelque chose qui se nourrissait de l'attention. Et je l'avais ramené chez MOI. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Chaque craquement dans la maison ressemblait à des pas. Chaque ombre me rappelait son visage. J'ai déplacé le tableau hors du salon. Je l'ai fourré dans la chambre d'amis et j'ai verrouillé la porte. Mais ça ne servait à rien. Même avec la porte fermée, je pouvais le sentir. Cette pression silencieuse dans l'air.
comme si quelqu'un me regardait à travers une vitre. Le lendemain matin, j'ai décidé de le vendre. Je l'ai mis en ligne sur un site d'enchères, sous le titre Œuvre d'art ancienne artiste inconnu. En moins de 30 minutes, j'ai reçu un message d'un collectionneur nommé Edward Rowan. Il m'a proposé 3 fois le prix demandé, sans poser de questions. Il voulait venir le chercher le jour même. Normalement, j'aurais été ravi. Mais une petite voix dans ma tête murmurait « Ne fais pas ça ». Pourtant, je voulais m'en débarrasser. Si Jason était mort à cause de ça, alors peut-être qu'il fallait qu'un autre le possède pour que tout s'arrête. Quand Edward est arrivé, il était poli et calme, bien habillé, le genre d'homme qui semblait avoir trop vu du monde. Il a observé le tableau longuement, puis a souri légèrement. « Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas » dit-il doucement. J'ai hésité. « C'est juste un portrait, non » Il secoua la tête. « Non. C'est l'un de ces tableaux. » J'ai froncé les sourcils. « C'est qui ça » Il leva les yeux, soudain très sérieux. « Margaret Val. Une artiste recluse du XIe siècle. Chaque œuvre qu'elle peignait l'était, avec du sang. Elle croyait pouvoir enfermer les âmes dans ses toiles. » J'ai senti mon estomac se nouer. Il a continué, tous les propriétaires connus de ces tableaux sont morts mystérieusement. C'est pour ça que son nom a été effacé de l'histoire de l'art. La plupart de ses œuvres ont été détruites. Mais celle-ci, il hocha la tête vers le portrait, celle-ci retrouve toujours son chemin. J'ai essayé de rire, mais le son est sorti faible. Et vous la voulez quand même ? Il a souri. Je la cherche depuis toute ma vie. Il m'a tendu l'argent, a pris le tableau et est parti. Pour la première fois depuis des semaines, ma maison semblait redevenue normale. Cette paix a duré 2 jours. Et la 3e nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé à cause de mon téléphone qui vibrait. C'était un message d'un numéro inconnu. Tu n'aurais pas dû la vendre. Je me suis figé. Un autre message est apparu. Elle est toujours dans ta maison. Avant que je puisse répondre, je l'ai entendu, un bruit lent de traînement dans le couloir. Comme si quelque chose de lourd glissait sur le parquet. J'ai pris une lampe de poche et je me suis approché du bruit. La maison était sombre et glaciale. Chaque faisceau de lumière faisait danser la poussière dans l'air, comme de minuscules fantômes. Le bruit m'a conduit jusqu'à la chambre d'amis. La même où j'avais enfermé le tableau. La porte était ouverte. À l'intérieur, le sol était couvert d'empreintes boueuses menant jusqu'au mur vide où le tableau avait été accroché. Le cadre avait disparu. J'ai couru dans chaque pièce. Totalement disparu. Rien. Jusqu'à ce que j'atteigne le salon. Il était là. Accroché exactement à la même place qu'avant. Parfaitement centré. Parfaitement propre. Ses yeux. Fixés droit sur moi. J'ai appelé Edward. Pas de réponse. J'ai rappelé encore et encore à rien. Le lendemain matin, j'ai enfin reçu une réponse. Pas de lui, mais de la police. Edward avait été retrouvé dans sa voiture, moteur en marche, les portières verrouillées de l'intérieur. Il s'était étouffé. Les yeux arrachés. Ils ont dit qu'il y avait un vieux tableau sur le siège passager. Pas de sang, pas d'empreinte. Juste une légère odeur de térébenthine et quelque chose qui sentait le fer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le tableau ne voulait pas être possédé. Il voulait choisir avec qui il restait. Ce n'était pas un objet. C'était une présence. Et elle m'avait choisi. Cette nuit-là, mon téléphone a encore sonné. Numéro masqué. Quand j'ai répondu, il n'y avait que de la respiration. Puis une voix faible et douce. Féminine. Chuchotant mon nom. Je te vois. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce. L'écran s'est fissuré mais la voix n'a pas cessé. Elle résonnait dans les murs, dans les tuyaux, dans le miroir du couloir. Tu m'as vendu, mais je ne suis jamais parti. Les lumières ont vacillé. Le courant s'est coupé. Dans l'obscurité, le contour du tableau brillait d'une faible lueur rouge. J'ai reculé lentement. Mes mains tremblaient, ma respiration était saccadée. Puis, du coin de l'œil, je l'ai vue, la femme du portrait debout à côté du cadre.
pâle. Du sang coulait de ses doigts. Ses yeux vides, de véritables trous noirs dans un visage fantomatique. Elle a encore chuchoté, « Tu as regardé trop longtemps ». Et avant que je puisse crier, elle a disparu ne laissant derrière elle que le léger son d'un battement de cœur. Venant de la toile. Cette nuit-là, j'ai cessé de dormir chez moi. Le lendemain, j'ai déménagé dans un hôtel. Mais même maintenant, peu importe où je vais, je vois encore son reflet dans chaque miroir. Et chaque fois que je ferme les yeux, j'entends sa voix murmurer dans le noir « Tu es toujours à moi ». L'hôtel semblait sûr. Du moins pendant les premières nuits. Pas de plancher qui grince. Pas de murmure. Pas de yeux qui me regardaient depuis le mur. Mais à la 4e nuit, la sécurité a commencé à se fissurer. Je me brossais les dents, à moitié endormi, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le miroir de la salle de bain. Mon reflet ne bougeait pas tout à fait comme moi. Un léger décalage comme une mauvaise connexion vidéo. Quand j'ai bougé le bras, le reflet m'a suivi une seconde plus tard. Au début, j'ai cru que c'était la fatigue. Une hallucination. Mais ensuite, le reflet a souri. Moi, NON. Et la brosse à dents est tombée de ma main. Et avant que je puisse bouger, mon reflet a penché la tête et a murmuré « Elle te manque ». Le miroir s'est couvert de buée. Et, tracé sur le verre, dans une ligne tremblante d'humidité, il y avait 3 mots « Je t'ai trouvé ». Cette même nuit, j'ai fait mes valises. Je ne me suis pas enregistré au départ. Je m'en fichais. J'ai juste fui. J'ai conduit pendant des heures sans destination, sans plan. Juste la route, le bruit des pneus, et la peur constante qu'elle me suivait. Mais le pire, c'est que, peu importe la distance parcourue, je pouvais encore la sentir. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une présence. Un poids invisible, léger mais oppressant, qui pesait sur ma poitrine comme si elle était en moi, maintenant. J'ai fini dans une petite ville sans nom. Un motel bon marché. Des néons qui clignotaient. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions. J'ai loué une chambre, tiré les rideaux, et décidé d'y faire face une bonne fois pour toutes. J'ai allumé mon ordinateur portable et cherché « Margaret Val tableau maudit mort ». Il n'y avait que quelques résultats des documents flous numérisés, des publications de forums d'enquêteurs paranormaux, et une seule image sur un site d'archives. C'était elle. La même femme. Les mêmes yeux. La même expression hantée. Sauf que sur cette photo, le tableau ne représentait pas une femme. Il représentait un homme. Et la légende en dessous disait « Chaque nouveau propriétaire devient le prochain sujet ». Mon estomac s'est retourné. J'ai fait défiler vers le bas, et là, je l'ai vu une chronologie. Tous les propriétaires connus du tableau, listés avec leur date, et leur mort. Était la photo la plus récente. J'ai refermé brusquement l'ordinateur portable, mais c'était trop tard. Le reflet sur l'écran noir ne suivait plus mes mouvements. C'était elle. Elle me fixait. Ses yeux vides. Ses lèvres bougeant en silence. J'ai tout débranché. La pièce est devenue sombre. Et depuis le coin, près du lit, un bruit a retenti. Un cadre qui tapait contre le mur. Tape. 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 Lent. Rythmé. Presque comme un battement de cœur. J'ai allumé ma lampe de poche. Rien. Mais sur la table de nuit, une petite photo au format carte postale était posée là. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. C'était une photo de moi. En train de dormir. Prise au pied du lit. Je l'ai laissé tomber aussitôt. Ma respiration s'est accélérée. Et puis, dans le miroir en face du lit, je l'ai vue à nouveau. Plus proche cette fois. Debout derrière moi. Sa main pâle posée sur mon épaule. Je me suis retourné à personne. Mais quand j'ai regardé à nouveau le miroir, elle souriait. Cette nuit-là, j'ai cessé de faire confiance à mes propres yeux. J'ai brisé tous les miroirs. J'ai couvert les fenêtres. Détruit mon téléphone. Mais elle trouvait toujours un moyen de parler. À travers la friture de la télévision du motel. À travers le bourdonnement du vieux réfrigérateur.
à travers le murmure de la bombe de la douche. Je t'ai peint, parce que tu m'as regardé trop longtemps. Maintenant, c'est ton tour d'être accroché. J'ai hurlé, supplié, prié, mais rien ne faisait taire sa voix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec de la peinture sur les mains. Épaisse, humide, cramoisie. Et quand je me suis tourné vers le mur du motel, il y avait une nouvelle peinture. Un homme assis sur un lit, les yeux écarquillés, terrifié, et derrière lui, la même femme pâle, les mains posées sur ses épaules. C'était moi. J'étais le nouveau sujet. Et elle peignait encore. C'est là que j'ai compris ce qu'était vraiment la malédiction. Margaret Val n'était pas piégée dans la peinture. Elle était la peinture. Une entité vivante se nourrissant de peur, d'obsession et de regard. Chaque fois que quelqu'un la fixait trop longtemps, elle peignait son âme sur la toile et prenait sa place dans le monde réel. Je n'ai pas quitté la chambre du motel pendant des jours. Ni pour manger. Ni pour respirer l'air extérieur. Le monde dehors me semblait faux, comme une scène prête à s'effondrer. J'ai laissé la lumière allumée jour et nuit, de peur de ce qui pourrait apparaître dans l'obscurité. Mais la lumière n'a rien changé. Elle ne faisait que rendre les ombres plus nettes. Chaque fois que je clignais des yeux, les murs semblaient plus proches. Le papier peint se décollait en formant d'étranges cercles comme des coups de pinceau. Et dessous, des formes commençaient à apparaître. Un visage. Puis une main. Puis deux yeux creux, qui me fixaient droit dans les miens. J'ai posé ma main sur le mur, essayant de sentir la peinture. Elle était humide. Fraîche. Encore en train de couler. Et derrière le mur, j'entendais une respiration. Cette nuit-là, je me suis filmé en train de dormir pour prouver que je ne devenais pas fou. J'ai posé la caméra sur la table, dirigé vers le lit, et j'ai lancé l'enregistrement. Le lendemain matin, quand j'ai regardé la vidéo, mon cœur s'est arrêté. À 2h47, la couverture a commencé à bouger. Quelque chose remuait dessous. Quelque chose qui n'était pas moi. Un bras pâle est sorti des draps minces, féminins, couverts de peinture séchée. Il s'est tendu vers l'objectif et a murmuré « Je t'avais dit de ne pas regarder ». La vidéo s'est brouillée. Et pendant une fraction de seconde, une seule image est apparue, une peinture de moi, allongée dans ce même lit, les yeux ouverts, la bouche cousue. J'ai refait mes bagages. Mais en ouvrant la porte pour partir, je me suis figé. Tout le couloir du motel était couvert de tableaux. Des dizaines. Chacun montrait un client différent, dormant, assis, criant. Tous peints dans le même ton rouge. Tous signés de la même écriture délicate, Margaret Val. À bout du couloir, il y avait une toile blanche encore humide, encore en attente. Et en son centre, de légers traits de crayon dessinaient un nouveau sujet. La forme de mon visage. J'ai couru. Hors du motel, sous la pluie, pieds nus, terrifié. L'air sentait la peinture à l'huile et la pourriture. Je ne me suis arrêté que lorsque j'ai atteint une station-service à plusieurs kilomètres de là. Je me suis effondré, tremblant, suppliant le caissier d'appeler la police. Quand ils sont arrivés, j'ai tout essayé d'expliquer, la peinture maudite, les collectionneurs morts, les murmures. Mais quand ils ont fouillé le motel,